Allez, notre rendez-vous sport, et oui, le 19h sport. Toutes les semaines, on fait une parenthèse sur les résultats sportifs à travers les compétitions de glisse, à travers les pitch-ups, et également aussi à l'autre côté de nos frontières. Et justement, à l'autre côté de nos frontières, on va retrouver notre cher Marc Garcia depuis l'Autriche. Bonsoir, Marc est à ma gauche. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Ryan. Bonsoir à tous. Ça va Voilà, depuis la semaine dernière? Ça va? Bah oui, c'est très très bien. On l'a déjà retrouvé en Autriche. Il est toujours en Autriche, Marco. Hein. Toujours en Autriche. Je me trouve du côté du canton je me trouve de l'autre côté du Tyrol en fait. Et on a des bonnes conditions ce matin. Hier soir, il s'est neigé. Je pense que demain, il y aura à peu près 50 cm, 60 à 1800 mètres d'altitude. Des super conditions. Et puis, le week-end prochain, on en reparlera. Il y a la Coupe du Monde qui revient à côté de Zolden. On slalom pour les hommes et les femmes samedi dimanche prochain, du côté de Over-Google. Voilà, et ici des conditions assez hivernales. C'est bien, et tant mieux, vous allez me dire. Oui, quand même. Ah oui, quand même. Hein. Alors, on va parler justement des résultats. Et oui, hein, la glisse a bien commencé depuis quelques week-ends et ça s'est continué encore durant ce week-end qui vient tout juste de finir. Exactement, c'était en Finlande, allez-y, premier slalom spécial, femmes et hommes, dans cette magnifique station. Un week-end très très intéressant, deux très 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 belles courses femmes et hommes, avec des conditions de neige très très bonnes pour les athlètes, un peu plus froid le dimanche pour les hommes, moins 19, mais Ah oui. un bon week-end pour les femmes et pour les hommes. Donc, alors, quand il fait trop froid, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est une question que je voulais vous poser, Marc. Quand il fait trop froid, par exemple. Sincèrement, on n'a pas le choix. On joue avec. Après, il y a des limites. Il y a des limites au niveau des températures, c'est-à-dire que les compétitions, en général, ne peuvent pas se dérouler je crois que la température, ça doit être moins 28, moins 30. On n'a pas le droit de courir à des températures plus froides que ça. Ça, c'est un règlement international. Et là, après, il faut s'adapter. Hein. Le gros dilemme qu'on a, c'est qu'en quelques jours, on peut passer de moins 19, on l'a vu là chez les garçons, à moins 4, ou peut-être même à plus 2. Donc ça, c'est ce qui dérange plus le skieur de sport. Voilà, c'est une bonne question que je voulais justement vous poser. On va parler justement des résultats. On va commencer par honneur aux filles ce soir. Oui, honneur aux filles, comme je dirais d'habitude. Hein, oui. Premier slalom de Coupe du Monde féminin à Lévis, avec une magnifique victoire de Mickaël Achifride devant Koltori, l'albanaise, et la petite Emma Escher, donc qui elle fait quasiment toutes les disciplines. Et nos françaises qui ont bien marché, donc on va écouter les interviews, mais une domination incroyable de la part de Chifride. Elle gagne son 102e victoire en Coupe du Monde. C'est totalement exceptionnel. Mais cette année, je l'avais vu skier à l'entraînement et j'avais dit attention, si elle skie comme ça en compète, elle va leur mettre des tartes. Et là, ça a commencé d'un très très haut niveau. Elle a plus de mal au dos, elle a plus de soucis physique, comme elle a pu avoir ces dernières années, même si elle n'en parlait pas beaucoup. Et là, on analysait là avec les Autrichiens, on disait, ben là, elle skie comme les garçons, quoi, tout simplement. Donc, ce qui fait qu'elle a vraiment un niveau au-dessus du lot. Voilà. On va parler justement des interviews qu'on a pu avoir grâce à la Fédération française de ski, qu'on remercie beaucoup des interviews audio. Oui, exactement. On va remercier la Fédération française de ski avec donc Marion Chevrier et Kathleen McFarlane qui les deux ont fait leur meilleur résultat de leur carrière jusqu'à maintenant. Donc Marion qui finit 9e. Qui apparaît à côté de vous. Voilà, on va l'écouter. Après on fait des débriefs. Elle est sur le plateau avec nous, Marion. Vous avez vu en 3D. On va la retrouver. Hein. On va la retrouver en vrai. Justement, on l'écoute avec cette interview justement donc fait par la Fédération de ski. On l'écoute. Marion, ton premier top 10, quel est le sentiment qui prédomine normalement? Ouais, c'est trop bien. Premier top 10, j'avais déjà fait 10 aux Jeux mondiaux, mais c'est pas la même chose. Enfin, sur la Coupe du Monde, c'est quand même autre chose. Non, je suis contente. La course, elle était très bonne tout du long. Voilà, je me suis sentie bien. C'était assez facile.
Donc franchement, très satisfaite. Tu prends quoi avec toi pour les prochaines courses? On sait commencer la saison sur une bonne note, ça donne beaucoup de confiance. Il y a déjà le prochain slalom le week-end prochain. Donc qu'est-ce que tu as envie de garder? Je dirais simplement de me rendre compte où je suis aujourd'hui. Parce que moi, mon mindset, c'est vachement de me concentrer sur ma performance, sur ce que j'ai à faire moi-même, et du coup prendre confiance dans ma façon d'aborder les Coupes du Monde, dans ma façon de qu'est-ce que j'ai besoin. Et non, continuer comme ça en avançant et en sachant encore mieux ce que je vaux, quoi. Ouais. Et puis on sait, voilà, t'es contente, mais tu veux toujours t'améliorer comme tout le monde. On voit que devant, ça skie très fort. Qu'est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu peux encore faire mieux pour te rapprocher du top 3? J'ai une vision assez du oser faire les choses. C'est pas si loin que ça, en fin de compte, ce qu'elles font. C'est juste qu'elles osent le faire et qu'elles prennent des risques et qu'elles y vont. Et voilà, c'est plutôt... Je trouve ça inspirant de les voir faire ça aujourd'hui parce que ça montre que c'est possible en restant calme, en faisant les choses et enfin voilà, en y allant, quoi. Donc ça me fait envie en tout cas. Voilà pour cette interview de Marion, Marc. Oui, donc elle l'explique très bien. Elle avait fait déjà elle avait gagné deux compétitions en hémisphère sud au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Donc elle avait déjà bien commencé cette phase d'entraînement avec ses deux premières compétitions. Et là, pour la première Coupe du Monde, elle le dit très bien, elle n'est pas très très loin. Ce qui lui manque, c'est peut-être ce déclic un peu plus psychologique, c'est-à-dire être capable de débrancher, comme on dit, le cerveau, qui lui permet peut-être de prendre un peu plus de risques. Ce que font très très bien, on va dire, les 3, 4, 5 premières. Et Chifrine est, à mon avis, vraiment dessus du lot, je l'ai déjà dit, je le répète. Mais il ne manque pas grand-chose pour peut-être aller chercher le podium, si ce n'est que déjà là, elle a la confiance avec ces 3 compétitions qu'elle a eues. Et cette meilleure place en Coupe du Monde, une 9e place. Donc je pense que pour Gorgel, la semaine, le week-end prochain, dimanche, elle aura, à mon avis, encore un meilleur classement du départ, meilleur de ça. Et surtout, elle sera beaucoup mieux réunie dans ses pompes et en espérant qu'elle trouvera tous les éléments pour amener un certain déclic, sachant que Gorgel, c'est une piste qui est vraiment très très raide du départ à l'arrivée. Voilà, affaire à suivre, comme on dit. Voilà. Affaire à suivre. On va continuer avec notre deuxième interview ce soir. Cette fois-ci, c'est Kathleen McFadden qui a terminé 13e au slalom. Ouais, qui fait aussi sa meilleure performance en Coupe du Monde. Donc ça, c'est tout bénef pour le moral. Première Coupe du Monde de la saison. Elle claque un résultat et on va l'écouter et puis ensuite on va débriefer tranquillement. Allez, on l'écoute justement avec cette interview de la Fédération de ski, rien que pour la place du village. On écoute. Kathleen, petit retour sur ta meilleure performance jusqu'à présent sur une Coupe du Monde. Ouais, je suis trop contente, je me suis fait vraiment plaisir, donc c'est encore plus sympa. Et puis je suis super contente aussi que tout le boulot à l'entraînement là ça se concrétise en course, donc super entame à la saison, donc voilà, trop contente. Commencer la saison comme ça, c'est aussi vraiment positif pour la suite parce que on sait toujours que la première course, ça définit pas la suite, mais quand même, ça te donne pas mal de confiance pour déjà la semaine prochaine à Yergel. Ouais, carrément, c'est ce que tu as dit, ça donne encore plus de confiance et on a aussi de la chance que les courses là, elles vont s'enchaîner assez rapidement, donc je vais essayer de rester sur cette lancée et puis on verra bien. Puis avec Marion qui fait aussi son meilleur résultat, quel sentiment ça te procure d'avoir pas seulement toi mais aussi une mini cohésion d'équipe? Ouais, c'est super cool aussi. Après forcément on aurait préféré qu'on soit toutes les 7 dans les 30, mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir une coéquipière qui réussit aussi et qui performe aussi, donc c'est cool. Et dernière question, qu'est-ce que tu penses qui a fait qu'aujourd'hui tu as pu performer autant bien? Je pense que je suis restée calme et je me suis bien gérée entre les manches et je suis restée sur ce que je savais faire et sur ce que j'allais faire. Voilà pour ces réactions justement après sa descente. Oui, Kathleen, meilleur résultat de sa carrière pour l'instant. Félicitations, très bien à elle. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous rentrez comme ça avec les cadors du monde, la pression elle est encore un peu plus forte. Et du coup, elle a expliqué qu'elle a pu tenir un certain calme, une certaine sérénité, et qui lui a permis de pratiquer son ski à son niveau.
permettant de rentrer dans les 15 meilleurs, ce qui est tout bénéf pour elle. Donc, que dire, il y a une bonne équipe. Il manque Caraponio qui est encore blessé, Carrie Brecht qu'on salue bien, qui repart sur une convalescence de son opération du genou. Et puis on va dire les deux autres qu'on attendait un petit peu mieux, Marie Lamure et Dorian Escal, qui sont passés un petit peu au travers. J'ai eu tout à l'heure, dans l'après-midi, j'ai eu Vincent Bloup, qui est l'entraîneur-chef de l'équipe des slalomeuses françaises, avec qui on faisait un petit bilan. Il disait les conditions d'âge étaient superbes, c'était dur, comme on dit chez nous, glacé mais accrochant. Ça vous pas, c'est paradoxal, mais des fois on a de la neige qui est glace mais qui accroche, des fois les glaces et elle est carrément vitre. Des conditions qui étaient très bonnes pour toutes les athlètes, pour toutes les concurrentes. Et Marie, un peu son péché mignon quand elle part ce qu'on appelle sur un faux rythme, elle s'en rend pas nécessairement compte. Et elle arrive en bas, elle a l'impression d'avoir bien skié, mais pas assez vite, ce qui fait qu'elle n'est pas qualifiée pour la deuxième manche. Dorian qui fait pas mal de fautes, je pense qu'il a essayé de trouver certaines sensations. Et puis il y a eu deux, trois jeunes qui ont mis pour leur première Coupe du Monde, puisqu'elles étaient sur la Scandinavie pour des compétitions internationales, et donc ils ont profité des quotas, ce qu'on appelle des quotas, pour leur permettre de faire leur début en Coupe du Monde. Et Marjolaine Ollier et Annabelle Jalak, qui elle a été championne de France de saut l'année dernière, ont fait leur première Coupe du Monde. Malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés. Mais en tout cas, on retire un bon bilan très bien sur ces deux athlètes là qui ont tenu la pression pour cette deuxième manche et qui ont fait leur meilleure performance de leur carrière. Donc ça, c'est bravo à toute l'équipe. Bon début de saison, hein. Ah ben là, on attaque le géant de Solden, mais il y a un laps de temps entre le premier et le deuxième géant de la saison. Mais là, en slalom, ça enchaîne tout de suite derrière, parce que là, il va y avoir Gurgel, ensuite il y aura les États-Unis à Coppermontaine, en géant slalom. Donc ça s'empile assez facilement. Je sais que là, tout le monde est rentré sur l'Europe centrale, je dirais en Autriche, pour trouver des points d'appui d'entraînement. La plupart vont aller sur Solden, à côté de Overkugel, où aura samedi dimanche la prochaine Coupe du Monde. Et là, ils observent tous 1 ou 2 jours de repos, sachant qu'ici, ils annoncent beaucoup de neige les jours prochains. Donc, on va voir comment les changements de qualité de neige, comment tous ces athlètes vont l'appréhender. Affaire à suivre. On va continuer, Marc, avec les hommes cette fois-ci. Ouais, alors les hommes, quel niveau, un niveau de dingo, quoi. Il y a 50 gilbus qui peuvent prétendre être sur le podium, hein. On a vu un niveau qui s'est énormément resserré. Une très belle victoire de Bratel, anciennement norvégien, dont la maman est, je crois, qui est brésilienne. Victoire brésilienne hier. Il a fait une magnifique démonstration. Il s'est vraiment engagé. Vous l'avez montré, je crois, dans le journal, une belle, très très belle deuxième place de Clément. Alors malheureusement, on n'a pas eu d'interview, on ne sait pas trop pourquoi. Parce que le réseau est passé. Clément qui se satisfait pleinement, et il a bien raison. Je pense que cette année, ses objectifs sont certainement de réaliser de doubler 4 ans après des Jeux Olympiques à Cortina en slalom, mais aussi il court depuis un certain nombre d'années sur la victoire du classement général de slalom. Et rien de mieux que de commencer par une deuxième place. Il a expliqué, il a eu très bonne sensation. Il aurait pu, comme on dit, rajouter un petit peu la première manche, mais c'est comme ça, c'est des choix. Il a beaucoup travaillé physiquement cette année. Il a aussi expliqué qu'il s'était rapproché un petit peu plus avec préparateur mental, qui lui fait énormément bien, parce que il y a des préparateurs physiques, il y a des préparateurs de ski, il y a des entraîneurs de ski, et chacun a son métier. Donc je pense qu'il essaie de trouver des éléments extérieurs pour le rassurer ou lui amener une meilleure gestion du stress. Et une troisième place, alors complètement. On a essayé de faire des paris entre nous là ici. Il y a personne qui est capable de mettre le Finlandais, hein, le Finlandais Aller qui partait 29, je crois, qui fait une troisième place chez lui. Ça, c'est très beau pour le spectacle.
Ça faisait longtemps, je crois que c'était Kalle Palmer, l'autre Finlandais qui avait fait un podium, qui avait gagné un podium, donc ça faisait très très longtemps. Mm. Et puis, que les vous dire d'autres? Bah, l'autre français, parce ils ont fait une belle course. Paco Raça, qui fait son meilleur résultat de sa carrière aussi, qui fait une magnifique 6e place, Paco. Très heureux pour lui. Derrière, un petit ami, Steven, qui fait 8e. Donc trois Français dans les 10 premiers, même dans les 8 premiers. Et puis Totor, qui fait une 20e place. Moi, je l'ai trouvé assez bien posé sur les skis. Puis les jeunes qui malheureusement sont pas très très loin. Hugo Degris, qui finit 35e à pratiquement 3/10 de la qualification. Et puis, on en parlait avec Philippe de Paris tout à l'heure, le Maïvan Antoine Azola, pareil, qui passe pas loin, il est à 5/10 de la qualif. Bon, là, ils sont repartis pour se préparer, pour essayer de rentrer dans les points pour le week-end prochain. Mais une belle course d'équipe pour nous chez les hommes, je pense, en France. Voilà, un bon début. Hein. On espère que ça va durer toute la saison. Hein. Oui, ils ont fait un bon début avec le géant de Zolden. Et là, en slalom, bon, ça se confirme avec le leader qui est Clément. Mais les jeunes qui arrivent derrière, on espère que pour la prochaine course, les petits jeunes, Hugo et Antoine, vont pouvoir rentrer et se qualifier pour la deuxième manche. Ça, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Alors, la seule chose qu'il faut hier, on a été un peu surpris. Le premier Suisse, d'habitude, on a quand même une belle armada suisse. Le premier Suisse finit 12e, c'est Loïc Meillard. Il a manqué un peu de densité. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'avoir Thierry Ménet et Mathéo Joris pour avoir des explications. Un petite déception côté suisse. Les Anglais, alors, avec Billy Méjean, Laurie Taylor et comment il s'appelle le troisième, je sais plus, le troisième. Bref, il va venir d'ici un moment. Ils ont fait une belle course d'équipe, les jeunes Anglais. Donc voilà, vraiment un très très bon week-end sur les routes. Et tant mieux, hein, vous allez me dire. Ça, c'est important, Marc. Ouais. Ça, c'est très important. Ouais. Alors, les questions en direct, hein, n'hésitez pas à poser des questions à 19h38. Hein, voilà, on est vraiment dans le direct sur YouTube, également sur Facebook. N'hésitez pas à me poser des questions à Marc hein, si vous voulez vous interroger sur l'aspect technique. Nous avons justement Pierre Onium hein, qu'on connaît très bien à la place du village. On dirait bien que Miss Chifra est passé à un nouveau cap technique. Amolkild a-t-il joué un rôle là-dedans, selon vous? Alors, j'ai pu comprendre, il parle pardon, on dirait que Chiffrine a passé un nouveau cap. Ah oui, d'accord. Technique. Ouais. Oui, est-ce que son mari, Amolkild, a joué un rôle là-dessus? Oh, bah, certainement, puisque on sait que chez les athlètes, le moral, c'est un grain de sable qui déstabilise tout. Je pense qu'elle a trouvé un bon équilibre dans sa vie privée. En plus, Kildé, c'est quand même pas n'importe qui au niveau du ski. Donc, je pense qu'ils ont une belle sérénité en couple et qui fait que elle peut se préparer très bien physiquement, aussi techniquement. Peut-être qu'il lui a donné certaines idées, sachant quand même que Kildé, c'est plutôt quelqu'un qui est sur la vitesse, la descente du super géant, voire même le géant, mais un peu moins spécialisé au slalom. Chiffrine a beaucoup. Aujourd'hui, elle a pas souffert du dos, ce qui est le plus important chez les slalomers. Hein. Donc, moi, encore une fois, techniquement parlant, peut-être ça va pas vous dire grand-chose, c'est qu'elle a un bassin, son bassin est très très haut, beaucoup plus haut que ce qu'elle pouvait l'avoir même ces dernières années. Elle a une grande solidité physique et alors, ça disparaît. Voilà. Ah, nous avons perdu Marc. Bon. Bon, bah voilà, c'est ça les allées directs hein, depuis l'Autriche. On va essayer de le retrouver dans quelques instants. Marc, hein, voilà, on a perdu un petit peu la connexion avec lui. Voilà, il est en train de justement nous expliquer un petit peu les aspects techniques hein, donc des différents donc athlètes hein, à travers donc ces compétitions. Je vous rappelle qu'ils vont donc durer encore durant tout cet hiver. On espère avoir Marc dans quelques instants, hein, un petit peu
un petit souci technique, mais je crois qu'il est en train de revenir. Regardez, il nous a pas lâché. Hein. Regardez, il va revenir dans quelques instants normalement. Si tout va bien depuis, je crois, l'Autriche. Toujours, non, il est pas parti. Non, il est pas parti. Ouais, non, les Autrichiens nous font des blagues dans le réseau. Oui, parce que c'est souvent. La dernière fois, c'était pareil. On l'avait en 3D. Bon, c'est comme ça. Donc, on en était où justement? Alors. Oui, Chifrine qui expliquait qu'elle a un bassin très haut, beaucoup plus haut que l'année dernière. Elle a une meilleure maîtrise. Elle a encore épuré son style avec une grande efficacité. Et encore une fois, quand elle a progressé malgré toutes les victoires qu'elle a eues en Coupe du Monde. Les blessures sont derrière elle. Et donc, légitimement, quand elle est à ce niveau-là, je pense qu'elle est intouchable, hein, tout simplement. Justement, une autre question, une petite question de la part de Alain Julien, la différence qu'il y a entre un super G et un géant. Bon, voilà, une question peut-être pour ceux qui entre un super G et un géant, en fait, c'est des écarts de porte. En fait, le super géant, c'est une discipline qui a été créée la première Coupe du Monde de mémoire, c'est en 1983. C'était en Italie, à Madonna di Campiglio. Et en fait, c'était pour permettre, il y avait trop d'écart entre les gens qui faisaient de la descente et ceux qui faisaient du géant. Donc, il y a eu cette création de cette discipline avec ce qu'on appelle des banderoles. Hein, c'est les mêmes choses que vous avez en descente et en saut géant. Simplement, c'est le dénivelé, c'est l'écart de porte. Donc, on est plus près de 40-45 mètres, c'est-à-dire les distances entre les portes. Donc, c'est la différence. En géant, les distances sont beaucoup plus rapprochées. Et le géant, c'est là vraiment la partie technique. Le super géant, ça a été vraiment créé pour permettre un compromis entre le saut géant et la descente. J'espère que j'ai pu répondre à la Alain, voilà, il va nous le dire en direct. Alain. On continue avec également une autre question un peu plus technique. Les teams privés performeraient-ils mieux que les structures fédérales, selon vous? Si oui, quelle explication donnez-vous à cela? Oh, magnifique question. Alors, je sais pas qui la pose. Elle est très bonne. Pierre Onium. Ah oui. Très bien, très bonne question. Alors oui, team privé, on voit que Chifrine a quasiment son team privé. Hein, elle fait partie de l'équipe américaine, mais elle a son équipe privée. Ce qui était le cas de Pinturo il y a quelques années de ça, hein, même il y a 2 ans en arrière. Il y a très longtemps, il y avait une certaine Carole Mer, rappelez-vous, qui avait aussi son équipe privée au sein de la Fédération française de ski. Mais là, vous avez vraiment l'orientation d'un Lucas Bratel qui était norvégien et qui, pour des raisons politiques et des raisons intérieures à l'équipe norvégienne, a décidé de prendre le passeport brésilien pour lui permettre d'avoir une meilleure liberté et d'avoir une équipe privée. Kulturi, dont la maman est italienne, elle a été championne olympique de super géant. Kulturi qui court pour l'Albanie, donc aussi avec une structure privée. Vous avez la Lettonne, un type privé avec Capex. Vous avez beaucoup de. Alors après, c'est des discussions au sein des fédérations. C'est aussi, il faut avoir un sacré niveau parce que ça coûte cher. Quand l'équipe privée, vous avez 2 entraîneurs, voire peut-être 3. Vous avez un physio, vous avez un préparateur physique, vous allez voir un préparateur mental. L'armada qui se trouve autour de Chifrine, qui se trouve autour de Lucas Bratel, qui se trouve voire même au niveau de Christopherson, c'est assez colossal. Mais peut-être que ça, aujourd'hui, ça en prend de plus en plus le chemin. Alors, est-ce l'avenir? Moi, je pense qu'il va y avoir des orientations qui vont aller dans ce sens-là. Et encore une fois, toute la difficulté, c'est le règlement international et le contexte sera et la relation qu'il y aura entre ces équipes privées qui dépendent malgré tout des fédérations, parce qu'il ne faut pas oublier que vous dépendez quand même d'une fédération internationale, enfin, je veux dire, la fédération française, italienne, peu importe, qui est là pour vous permettre de vous enregistrer au niveau des compétitions et d'avoir une référence et ce qu'on appelle un code fixe.
Voilà, voilà, c'est la réponse à Pierre. Puis on a une autre question aussi très intéressante depuis YouTube. Quand on regarde les 2 podiums de Lévis ce week-end, Schriefferin, Colturi, Brazen, Alberg ne s'entraînent pas dans un environnement fédéral. Les équipes nationales ont-elles de l'avenir? Oui, en fait, je pense que les deux questions, elles se rejoignent. Ouais, ça ressemble. Je pense que j'ai quasiment répondu. Je reviendrai chez nous pour Peintureau, qui avait une structure personnelle au sein de la Fédération française de ski. Je me répète, tout comme l'avait eu, voire même Franck Picard à un moment donné, quand il avait été médaille d'argent à Albertville en descente, mais plus loin, encore plus loin qu'à Rolmerde, c'était toujours avec un consensus et une discussion de chaque fédération. Après, ce sont on va dire des choix, des stratégies qui sont mis en place en fonction, on va en venir en bas de la pyramide, hein, c'est la base de la pyramide, c'est les budgets d'argent que nécessite le ski pour faire les compétitions sans s'entraîner. Voilà, c'est aussi des budgets énormes pour permettre aux athlètes de monter une équipe privée. C'est sûr. Justement, une question de budget, parce que voilà, dans le sport, on sait que s'il n'y a pas de budget, pas de sponsor, il n'y a pas de sport. Hein, voilà. Quel a en gros un budget comme la compétition actuellement? Alors après, ça varie. Par exemple, en France, au niveau des clubs des sports et des régions, aujourd'hui, ce n'est plus du tout comme dans les années 80-90. Les clubs des sports ont des difficultés à trouver des financements. Et ça devient de plus en plus compliqué parce qu'on n'a pas des allègements en termes d'imposition, en termes de taxes comme ont par exemple les Américains. Donc de ce fait, c'est compliqué. Mais un club des sports, pour un gamin qui rentre dans un club des sports, ce qu'on appelle les 12, 14, 16, je pense que c'est une moyenne ça coûte à peu près 10 000, 12 000, 14 000 euros pour les parents par année, par saison d'hiver. Donc effectivement, ça coûte là. Mais c'est pas que, attention, ce n'est pas qu'en France, hein. C'est une globalité. Donc du coup, oui, le ski, c'est un sport, on va dire cher, de par le concept, de par les montées mécaniques, de par le matériel, et trouver des partenaires et des sponsors, notamment la grande difficulté qu'a l'équipe de France aujourd'hui, c'est de trouver des sponsors et des partenaires, comparativement aux Suisses qui ont, je pense, quasiment 3 à 4 fois le budget que nous avons, ne parlons pas aussi des Autrichiens, mais encore une fois, ce n'est pas non plus que l'argent, mais c'est quand même une base essentielle pour permettre à certains athlètes. Vous savez, en France, on a beaucoup d'équipes privées. Hein. On a beaucoup. Moi-même, j'ai une équipe privée. Je suis entraîneur privé. Vous avez, pour pas les citer, vous avez Apex, vous avez comment ça s'appelle, des Orsatus qui sont dans l'Amérique du Sud. Vous avez Team S, vous avez des équipes, on va dire privées. Ça coûte quand même pour des gens qui veulent s'occuper. Et voilà, ça a un coût financier pour une saison, je dirais même pour une année complète. Voilà pour ces réponses et toutes ces questions que vous avez posées. Voilà, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Marc, quel est le programme à venir? Le programme à venir, c'est, moi, je vais aller faire de la poudreuse demain, pour tout vous dire, je pense, sur les glaciers là-haut. Mais le programme à venir, c'est le week-end prochain. Je vais vous expliquer. Over Google, ça se trouve juste à côté de Zolden, où il y a l'ouverture de la Coupe du Monde. Hein. C'est les deux stations elles communiquent entre elles. Donc Zolden, c'est le somme géant. Over Google, c'est le somme spécial. Donc ce sera samedi. C'est une particularité, c'est que on inverse. Les garçons courront samedi et les filles dimanche, avant de partir aux États-Unis pour les épreuves géant slalom, mais aussi des épreuves de vitesse qui vont pas tarder à arriver. Voilà pour le programme. Merci beaucoup Marc pour toutes ces explications. Merci également aussi à tous ceux qui ont posé des questions en direct à 19h50. Pour ceux qui viennent peut-être de nous rejoindre en direct, Marc, on va donc se retrouver peut-être dans la semaine ou semaine prochaine, enfin quand vous voulez. Oui, après c'est à vous de me dire, Johan. Voilà. Ce que vous voulez faire, on va déjà faire une réunion, un débrief avec les jumeaux. Hein, oui, voilà. Ah oui, c'est normal. C'est normal. Pour voir si on fait peut-être un sujet spécifiquement répondre
que je puisse répondre aux auditeurs sur toutes les Mhm. questions qu'ils ont sur la sécurité, sur le niveau de la montagne, sur la préparation du matériel, sur l'équipement. Et je pense il y a des sujets, il y a un sujet important Oui, sur la montagne, vu que les stations, je crois qu'elles ouvrent déjà le 22 novembre, si je ne me trompe pas, en France. Hein. 22, Donc, ouais, 22, ouais, ouais. Ouais. ça doit être Val Thorens, ensuite vous avez Tignes, Val d'Isère. Voilà, ouais, tout est Donc grande. en haut, je sais qu'il neige, donc c'est tout bénef. Donc on va peut-être organiser ça, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui. On en reparlera, bien entendu, hein, avec une nouvelle rubrique peut-être qu'on fera, voilà, pour questions-réponses avec Marc Garcia. Voilà, il n'y a pas de souci, Marc. Regardez, alors vous savez ce que j'ai préparé? Ah, J'ai déjà oula, préparé mon casque, parce que on en oula, parlera. Hein. La ouais. sécurité, le port du casque, ça Oui, c'est un élément qui fait beaucoup parler aujourd'hui dans l'espace de liberté qui est notre montagne. ouais, Aujourd'hui, la sécurité des autres, mais notre sécurité personnelle, à oui. mon avis, passe par le port d'un casque. En Italie, c'est déjà imposé pour l'hiver prochain. Dans certains pays, pour les professionnels, c'est quasiment aussi obligatoire. Et Hmm. je pense il faut qu'on anime un débat là-dessus avec en toute sincérité et en toute honnêteté. Quoi. Voilà. La sécurité, on en reparlera hein, dans les prochaines rubriques du 19h. Voilà. Merci beaucoup, Marc, depuis l'Autriche. Merci. Bonne soirée à vous, Marco. Oui, Johan, ben, j'attends votre feu vert. Et c'est vous qui annoncerez ce qu'on fait ou pas. De toute Ben façon, le voilà. week-end prochain, bon, moi je serai. Alors peut-être que j'irai sur les Coupes du Monde. Oui. En tout cas, lundi prochain, en théorie, on fera le débrief sur le week-end Coupe du Monde. Ouais, bah voilà, comme on l'a fait pour aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de souci. Bah, merci beaucoup, Marc. Bonjour à l'Autriche, quand même, aux Autrichiens. On les salue depuis les pays de Savoie. Ça marche. On les salue, vous leur direz de notre part. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Bonne soirée. Merci également à tous ceux hein, qui ont posé des questions. On en reviendra dans nos prochaines émissions dans 19h avec Marc, qui sera peut-être encore en Autriche. On verra où vous serez, Marc. Merci à vous. La nourriture française me manque, hein, Johan. Ah bah oui, et oui, les tartiflettes, les reblochonnades, voilà. C'est obligé, c'est obligé. Merci beaucoup, Marc, et puis à très bientôt. Bonsoir, Johan. Voilà, Salut à tous. Ciao, ciao. voilà. Voilà, cette rubrique hein, de 19h Sport est à retrouver en replay dès demain sur les plateformes de la place du village, bien entendu, et également aussi sur notre chaîne de télévision, je vous rappelle, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur YouTube.